Bonjour, bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois après avoir découvert que le rigide Anton, lorsqu'il ne faisait pas la morale à tout le monde, aimait bien qu'on le chevauche en lui donnant des fessées, ce qui me permettait d'avoir un moyen de pression colossal sur lui s'il ne voulait pas que je révèle son petit secret. Le lendemain matin de cette fameuse soirée, à l'heure dite, Archie me retrouva dans le bureau pour accueillir comme convenu Suzanne, Moshe, Rachel et Edna. Les tourtereaux, bien qu'effrayés de voir leur mère, comprirent que nous agissions pour leur bien. Après leur avoir demandé s'ils avaient bien pris conscience de ce que leur union aurait été compliquée, Suzanne nous dit posément qu'elle avait très longuement réfléchi et qu'elle souhaitait se convertir au judaïsme afin de pouvoir vivre sereinement auprès de Moshe et de sa famille sans que ce dernier ait à renoncer à sa foi. Je vis Edna frissonner légèrement et Rachel soupirait de soulagement. Suzanne paraissait sûre d'elle. Et après tout, on avait vu dans l'histoire nombre de mariages voués à l'échec qui duraient harmonieusement un grand nombre d'années, alors que ceux qui semblaient parfaits sur le papier se terminaient parfois dans un bain de sang. Restait aux mamans à convaincre leur mari. Rachel nous dit qu'à partir du moment où Suzanne allait se convertir, Samuel l'accueillerait à bras ouverts car il aimait bien la jeune fille. Mais Edna, elle, redoutait le pire avec Anton. Cependant, je lui dis que j'avais eu une conversation avec son mari la veille et que j'avais senti chez lui une nouvelle ouverture d'esprit qui lui réserverait sans doute des surprises. C'est ainsi que pour le réveillon du 31 décembre 1929, qui avait lieu dans l'immense salle à manger de Juliette, suffisamment grande pour nous contenir tous, enfants et adultes, Suzanne et Moshe, suivant nos conseils, annoncèrent leur fiançailles, mais en tremblant tout de même, devant une tablée totalement abasourdie. En une seconde, tous les visages se tournèrent vers Samuel et Anton afin de voir quelle serait leur réaction. Samuel, que Rachel avait mis au courant, hurla un Mazel Tov qui nous fit comprendre sa joie. Quant à Anton, il avait le visage fermé, mais il me suffit d'un regard appuyé vers lui pour qu'il consente à lever son verre au futur marié en disant que personne n'était parfait, mais qu'il avait réalisé depuis peu, même si on l'avait un peu aidé, qu'il ne fallait pas toujours s'arrêter aux convenances ou aux idées toutes faites, et qu'il souhaitait beaucoup de bonheur aux deux jeunes gens. Ce discours fit tomber tout le monde à la renverse de surprise, y compris Edna, qui regarda son mari sous un nouveau jour et lui prit si tendrement la main que l'espace d'une seconde, je vis dans les yeux de ce dernier rejaillir une flamme probablement éteinte depuis bien longtemps. Puis, un peu avant minuit, avant de tous nous souhaiter la bonne année, Archie prit la parole en disant que le lendemain, 1er janvier 1930, j'aurais 30 ans, et que tous autour de cette table allaient m'organiser un anniversaire dont je me souviendrai toute ma vie. Décidément, ce séjour à Chamonix était fort en émotion, et lorsque je m'endormis dans les bras de mon Écossais bien-aimé, après avoir embrassé mes enfants, ma famille et nos amis pour la nouvelle année, je me dis que j'avais beaucoup de chance, et j'en remerciais le ciel. Le lendemain matin, 1er janvier 1930, j'étais encore somnolente vers 7 heures du matin lorsque j'entendis un brouhaha venir du hall d'entrée duquel fusaient les voix des enfants que les adultes tâchaient de réduire au silence en les suppliant de chuchoter. Je voulus me lever pour aller voir ce qui se passait, mais Archie me recoucha, gentiment mais fermement, en me disant que j'allais devoir être patiente et obéissante. Tout à fait mon genre. Puis il m'apporta un somptueux bouquet de 30 roses fuchsia, et je réalisai alors que je venais d'avoir 30 ans. À l'intérieur du bouquet, il y avait une grande enveloppe qui contenait une ravissante aquarelle faite par Archie dont je reconnaissais le trait de pinceau. Elle représentait une scène de théâtre avec un rideau rouge et des sièges de la même couleur. Je ne savais que penser et je me dis que c'était peut-être une invitation à un spectacle, même si je trouvais ça un peu bizarre comme cadeau d'anniversaire. Mais Archie me prit dans ses bras et me dit qu'il me donnerait l'explication en temps voulu. Puis il me dit que nous pouvions à présent descendre prendre notre petit déjeuner. En arrivant dans la salle à manger, je m'attendais à la voir pleine à craquer et entendre mes enfants crier « Joyeux anniversaire, maman !» Mais bizarrement, elle était vide, et cela me déstabilisa un tantinet. Cependant, pas au point de me couper l'appétit d'ogre que j'avais comme d'habitude. Je me dis qu'il devait sûrement me réserver une surprise et que toute la famille allait débarquer d'un instant à l'autre. Mais après 2 bols énormes de porridge et un chocolat chaud quasiment solide tant il était épais, je ne voyais toujours personne à l'horizon. À propos d'horizon, ce dernier était parfaitement dégagé car il faisait un temps magnifique, le ciel était bleu dur, la neige semblait un manteau de velours blanc et le soleil promettait d'être éclatant sitôt qu'il apparaîtrait au-dessus des montagnes. Archie me demanda de m'habiller chaudement car nous partions en promenade. Lorsque je lui demandai où était passé le reste de la maisonnée, il mit un doigt sur sa bouche et me redit « patience et obéissance », ce qui évidemment était tout le contraire de ce dont j'avais envie. Mais comme visiblement il était intraitable, je montai m'habiller. Toutefois, on n'avait pas 30 ans tous les jours. Et je décidai donc de mettre sous mon manteau la magnifique robe que j'avais achetée chez Schiaparelli, dont la couleur rose s'accordait parfaitement à mon bouquet. Immédiatement, je me sentis en fête. Et au moins, je ferais sensation si Archie m'emmenait retrouver tout le monde pour un brunch dans l'un des palaces de la station.
Il insista toutefois pour que je mette un manteau très chaud ainsi qu'un bonnet et des gants, puis il me fit monter dans le traîneau qui nous attendait devant la maison. J'étais excitée comme une petite fille, m'attendant quasiment à recevoir des fleurs de la part des passants alors que nous traversions la ville. Mais nous ne vîmes que des sportifs concentrés sur leur équipement ou des mondains qui à 10 heures du matin terminaient leur réveillon à peine dégrisés en souliers vernis sur la neige glacée. Enfin, le traîneau nous arrêta devant la gare du Mont-en-Vert et je regardais Archie sidéré en lui disant que nous n'allions tout de même pas prendre le petit train pour monter là-haut, mais il eut un sourire et mit son doigt sur la bouche une fois de plus. Il faut savoir que ce fameux petit train du Mont-en-Vert avait été construit en 1909 après des travaux titanesques pour creuser et dompter la montagne afin d'amener les voyageurs à 1900 mètres d'altitude pour découvrir la fabuleuse mer de glace. Ce glacier avait été ainsi nommé en raison de sa forme particulière qui ressemblait à un gigantesque ruban de glace dont les crêtes et les volutes faisaient penser à des vagues déchaînées. J'avais déjà eu la chance de le voir en 1920 et j'avais été estomaquée devant la puissance et l'immensité de ce site unique. Depuis la gare d'altitude du Mont-en-Vert, on descendait à pied un petit escalier qui menait directement sur la glace, ce qui procurait une sensation fabuleuse, comme si l'on revenait au temps préhistorique de la formation des chaînes montagneuses. Toutefois, je ne comprenais pas pourquoi Archie m'emmenait là-haut, alors que nous aurions pu rejoindre les autres bien au chaud dans un hôtel. Allons bon. S'il voulait un lieu étonnant et romantique pour me demander à nouveau en mariage, il aurait pu choisir un endroit plus douillet qu'un glacier sur lequel son genou allait rester collé lorsqu'il l'aurait mis en terre. À propos de mariage d'ailleurs, j'avais jusque-là repoussé la cérémonie afin de pouvoir discrètement écrire au curé de l'église de Biarritz qui avait célébré le mariage express entre Canoa et moi, après notre nuit de débauche dans une cabine de bain. Dans ma lettre, j'avais expliqué au brave homme la situation et mon inquiétude sur ma légitimité à me marier de nouveau. Sa réponse m'était parvenue juste avant Noël. Il me disait très gentiment dans sa lettre que même s'il avait des scrupules à défaire les liens de ce que Dieu avait uni, notre mariage avec Canoa n'avait pas de valeur légale puisque les bans n'avaient pas été publiés et que nous n'étions pas non plus passés par la mairie. Je ne serais donc pas bigame en épousant mon Archie, et je savais que de son côté, Canoa, le jour où il aurait trouvé la femme qu'il lui fallait, pourrait l'épouser selon la coutume hawaïenne. Notre aventure ne serait donc plus qu'un souvenir, qui s'estomperait avec le temps, mais resterait empreint de joie et de tendresse. Maintenant que j'étais certaine de pouvoir répondre un oui sonore et rassurant à Archie, nous allions pouvoir nous marier dès notre retour au petit plaisir avant que mon ventre ne m'oblige à me faire treuiller jusqu'à l'hôtel. En pensant à tout cela, j'étais grimpée dans le petit train rouge et je n'avais même pas fait attention aux autres voyageurs dans le wagon. Mais soudain, quelques minutes après que le train se fût mis en route, alors que j'avais calé ma tête contre l'épaule d'Archie, je fus tirée de ma rêverie par un air de jazz à réveiller un mort. Et je vis se lever de toutes les banquettes en bois des musiciens hilars et déchaînés qui nous emmenèrent en musique sur les sommets et nous firent danser tout en nous accrochant à tout ce que nous pouvions car la montée nous secouait quand même beaucoup. C'est donc échevelée et un peu nauséeuse que je descendis sur le quai de la gare du Mont-en-Vert, face à la chaîne des Alpes et à la mer de glace, ce qui me remit immédiatement d'aplomb, tant l'émerveillement était total. Archie me prit le bras pour m'aider à descendre les marches qui conduisaient sur la glace, et occupé que j'étais à soulever le bas de ma robe pour ne pas m'empêtrer les pieds, je n'avais pas relevé les yeux. Soudain, Archie me dit à l'oreille « Zéna, je crois que tu devrais regarder devant toi. » Et à ce moment-là, je fus submergée par la plus belle et la plus grande émotion de ma vie. Sur la mer de glace, formant un tableau vivant et chantant, je vis ma mère, ma grand-mère, mes 4 enfants, Marie-Antoinette, Jeffrey, Iris, le gang des papas et leurs conjoints, Mike, Igor, toutes les familles new-yorkaises, Juliette, notre hôtesse si généreuse, ma Claudine et son Andrew, et même Sidonie, Hippolyte, Attila et Tatiana, venus spécialement pour l'occasion. Archie se joignit à tous ces gens que j'aimais et qui faisaient de ma vie une aventure exceptionnelle et un cocon d'amour, pour entonner un joyeux anniversaire tonitruant, accompagné par l'orchestre de jazz, dans un paysage à couper le souffle. Ce moment de bonheur absolu, comme on n'en connaît qu'une seule fois dans sa vie, se grava dans ma tête comme si le temps s'était arrêté, et je regardais au ralenti tous mes êtres chers, notant les moindres détails. Ma mère, Ondine, à 50 ans, gardait sa beauté diaphane et son allure de jeune fille au bras de son Mike. Ma grand-mère Épiphanie, elle, avait plus de 70 ans, mais toujours la même énergie inépuisable, obligeant Igor à se maintenir en grande forme pour réussir à la suivre. Ma fille aînée, Flora, était une splendeur de 11 ans, dont on pouvait deviner le tempérament entier et passionné qui lui permettrait de faire de grandes choses plus tard. Rocky, mon petit génie venu d'ailleurs, dont l'esprit si brillant et si original nous enchantait et nous déroutait à la fois, promenait du haut de ses 5 ans et demi un regard acéré sur le monde et ses contradictions, tout en se frottant à sa grande sœur pour avoir un câlin. Saskia, ma mini saltimbanque de 3 ans et demi, déguisée pour l'occasion en petit ours blanc, virevoltait sur la glace en chantant.
petit être lumineux et joyeux que je devrais bien protéger lorsqu'elle réaliserait que la vie n'est pas toujours une comédie musicale. Et enfin Tao, mon petit Bouddha adoré, trôné dans les bras de Kwon, son papa, à qui il ressemblait tant. Sa placidité naturelle et le sourire permanent qui flottait sur sa minuscule bouche adorable donnaient à penser qu'il appréhenderait chaque événement de la vie avec calme et recul. Et en cela, il ne tenait vraiment pas de moi. J'attardais aussi mon regard sur Claudine, mon amie d'enfance bien-aimée avec laquelle j'avais partagé tant de choses et créé un lien indéfectible. C'est elle, avec l'aide d'Andrew, qui avait pris l'initiative d'arracher Sidonie, Hippolyte et Attila au petit plaisir, laissant le château aux bons soins de ses parents et frères et sœurs afin qu'ils partagent ce moment avec nous. Tatiana, elle, avait laissé ses chères études de médecine et son fiancé un moment pour se joindre à eux, et Andrew avait embarqué tout ce beau monde dans son avion le matin même, ce qui expliquait peut-être le teint verdâtre d'Hippolyte. Ma chère Marie-Antoinette, à laquelle je m'étais accrochée dès le jour de ma naissance chez Maxims, et qui était restée d'une fidélité absolue, continuait de prodiguer les mêmes soins à mes enfants avec la même profonde gentillesse. J'étais si heureuse pour elle qu'elle ait trouvé l'amour avec son Jeffrey, un homme hors du commun qui, malgré les difficultés liées à sa couleur de peau et au racisme terrible auquel il avait dû faire face lorsqu'il vivait à New York, ne s'était jamais départi de sa bonne humeur et de son optimisme à toute épreuve. Je regardais aussi avec beaucoup de tendresse mon gang des papas. Marmaduke, cet Américain flamboyant, coureur de jupons incorrigible, mais dont le grand cœur faisait oublier ses incartades. Du moins, c'est ce que semblait penser Tracy, sa Texane, au tempérament bien trempé aussi, avec laquelle il avait eu 2 fillettes adorables après notre Rocky. Venait ensuite le beau Sergueï, charmant, raffiné, dont l'humour caustique nous faisait rire à gorge déployée, et qui me vouait une reconnaissance éternelle de lui avoir fait comprendre, après notre nuit d'amour, qu'il préférait les garçons. Pas très flatteur. Mais lorsqu'on voyait la complicité qui l'unissait à son Fabio chéri, j'étais ravie d'avoir contribué à cette révélation. Quant à Kwon, mon chinois, si réservé dont j'avais fait la conquête, mais que je n'avais jamais complètement cerné tant la culture chinoise était loin de la nôtre, lorsque je le voyais à côté de sa fiancée, la jolie Mei, la tenant sagement par la main, je me disais que mon exubérance avait dû sacrément l'effrayer. Mais c'était un père formidable, et les autres papas avaient réussi à percer la carapace asiatique pour lui insuffler un peu de leur fantaisie. Et enfin, je posai les yeux sur Archie, mon homme, car malgré ma frivolité et ma cuisse légère parfois, j'avais trouvé ma moitié absolue. En disant cela, je culpabilisais cependant beaucoup en pensant à Max, mon adorable premier mari, papa de Flora, que j'avais aimé de tout mon cœur, mais comme on aime un premier amour précisément, sans se connaître réellement soi-même et en ne sachant rien de la vie. Je lui envoyais, ainsi qu'à mon père et mon grand-père, 1000 baisers à travers le ciel, en les remerciant tous les 3 de veiller ainsi sur notre famille. Puis, je m'approchai d'Archie et je le regardai au plus profond des yeux, en lui disant à quel point je l'aimais, et à quel point cette journée serait gravée en moi toute ma vie durant. À ce moment, l'orchestre attaquait un charleston et nous essayâmes tous de nous embrasser et d'esquisser des pas de danse sans nous casser la figure sur la glace, ce qui occasionna un fou rire général entrecoupé de larmes de bonheur. Ensuite, nous nous dirigeâmes tous vers le restaurant de l'hôtel du Montanvert, un endroit de rêve surplombant la mer de glace face à la montagne, et les hôteliers furent légèrement débordés par cette énorme troupe dissipée et affamée qui engloutissait les croûtes au fromage à la vitesse de l'éclair et vidait les bouteilles de vin et de génépi comme si c'était du petit lait. Le retour vers le petit train pour redescendre fut titubant pour la plupart, soit à cause d'une griserie certaine, soit à cause de la fatigue pour les enfants qui s'étaient levés à l'aube ou ceux qui étaient venus du petit plaisir en avion. Quant à moi, qui ne buvais pas, j'étais tout simplement ivre de bonheur. Heureusement qu'aucun de nous ne conduisait le petit train, nous aurions fini à coup sûr dans le ravin. Le soir même, de retour chez Juliette, nous annoncions la date de notre mariage fin janvier, Archie et moi, ce qui déchaîna à nouveau des cris d'enthousiasme. Et le lendemain enfin, tout le monde rentra au petit plaisir après un séjour si fort en émotion que nous étions tous très chamboulés. Dans le train du retour, je dis à Archie qu'il m'avait fait le plus beau cadeau du monde et que mon seul souhait était que la vie dure toujours ainsi. Mais on le sait, la vie n'en fait qu'à sa tête. Oui, Archie. Ah oui, c'était magique. Absolument et parfaitement magique. Et je vous aime du plus profond de mon cœur. Même si. Mais cela est un autre sujet. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Happy birthday to you.